Bonjour les hommes de cœur. Je suis hyper heureux ce matin en période de confinement. On est à la maison, on aurait préféré se retrouver. Je suis avec Didier Debusseret. C'est bien comme ça qu'on prononce son nom. Oui, oui, tout à fait. Salut Didier, j'espère que ça va bien. Salut Anthony, ça va très bien. Bon, super. Voilà, une nouvelle fois, une nouvelle interview d'un homme de cœur, en tout cas d'un homme que je considère comme étant un homme de cœur. On va en parler un petit peu plus longuement de ce qu'est un homme de cœur. Didier, t'es en Belgique, toi, Je suis en Belgique, absolument, oui. hein? Ok, donc on a un bon millier de kilomètres qui nous séparent, parce que moi je suis à Marseille. Et alors Didier, tout simplement, la première question, c'est qui es-tu? Donc, je suis belge. Euh, je suis thérapeute psychocorporel, s'il fallait mettre une étiquette. Et en pratique, en tant qu'homme, je suis en cheminement personnel depuis, je dirais maintenant une douzaine d'années environ. Et ce cheminement personnel m'a amené d'abord vers le tantra, et puis la spiritualité au sens beaucoup plus large, pour finir à en faire mon métier. Donc, je suis accompagnant psychocorporel et j'essaye de mon mieux d'accompagner qui le souhaite dans son chemin de développement, avec comme outil principal le tantra, le massage tantrique et l'animation d'ateliers collectifs où j'accompagne généralement plutôt des hommes et des femmes, donc des groupes mixtes. Et j'ai fait un peu de groupes d'hommes, mais généralement c'est plutôt mixte dans l'ensemble. D'accord. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Tu es en cheminement personnel depuis une douzaine d'années. Ouais, Euh, je dirais en cheminement conscient. Peut-être que le cheminement Conscient. était en germe avant, mais il était conscientisé depuis une douzaine d'années, je dirais. D'accord. Et est-ce que tu considères que ce cheminement, pour les gens qui nous écoutent, les hommes qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a certains qui se posent la question justement quand est-ce qu'on doit commencer, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que ça doit se terminer, parce qu'il y en a aussi qui sont dans un cheminement personnel et qui se posent la question de est-ce qu'il y a une fin à ce cheminement? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Hmm. À mon avis, non. Je pense que c'est un cheminement qui dure toute la vie, voire les suivantes également. Et que, oui, enfin, je dirais que on peut travailler sur tellement de plans différents qu'on peut avoir l'impression d'avoir avancé sur un plan et puis de réaliser que sur un autre, on est toujours absolument nulle part. On peut faire des allers-retours, des boucles, des stops, des détours. Et donc, j'ai l'impression que c'est un travail à faire, à refaire. Enfin, je ne le vois pas comme quelque chose de décourageant, comme une sorte de montagne inaccessible à gravir, mais je dirais plus que c'est le chemin qui est intéressant. Enfin, c'est peut-être bateau, mais c'est plus le chemin qui est intéressant que l'objectif ou la destination en elle-même, qui, à mon avis, c'est un peu comme un mirage. Il n'y a pas de vraie destination. C'est le fait d'avancer, de progresser et de trouver un équilibre qui est, je crois, toujours changeant. Et donc, l'équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, ne sera pas celui de demain, mais c'est dans l'instant de trouver l'harmonie qui fait qu'on est bien, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait Et penser. après, Ouais, vas-y, laisse-moi, vas-y. on parlait de fin, mais aussi de moment où démarrer. Je pense que le moment où on démarre ce cheminement, ce moment, c'est pas nous qui le décidons, c'est un moment, ça s'impose, ça se met à l'agenda tout seul. Et on se dit, voilà, maintenant, je ne peux plus faire autrement qu'avec ce chemin qui a décidé de s'ouvrir devant soi. Et donc, du coup, ça devient un compagnon, je dirais un compagnon de vie qui, à un moment, avant était invisible ou n'était pas là, et puis brusquement est là. Et on dit, bon, ok, maintenant qu'il est là, comment en faire le meilleur compagnon possible pour avancer. Mais ce n'est pas vraiment un choix, ni volontaire, ni conscient, dans un premier temps. Et du coup, il est apparu comment dans ton agenda pour toi? Ben, je
je crois pour moi, mais je pense que ça doit être la même chose pour beaucoup de gens, c'est une rencontre, une circonstance qui vient réveiller quelque chose. Et donc moi, l'élément déclencheur, mais ça aurait pu être un autre, si ça n'avait pas été celui-là, peut-être que 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ça aurait été autre chose. L'élément déclencheur pour moi, ça a été de recevoir un massage tantrique en couple. Ça a D'accord. été, ça a été ce moment-là et surtout la rencontre de la personne qui m'a donné le massage, qui est devenue une amie, puis après ça, une associée. Ok. Et la première m'a éveillé à cette façon de voir le monde, de se voir. Donc, c'est vraiment, c'était le déclencheur. D'accord. Mais voilà. Et Du je coup, suppose que c'est parce que j'étais mûr et prêt à ce moment-là. Peut-être que si j'avais fait la même expérience un an avant, ça n'aurait rien donné, je ne sais pas. d'accord. Ouais, du coup, on va parler du tantra parce que c'est très intéressant. Je m'y intéresse aussi énormément et puis je pense que ça peut intéresser les hommes qui nous écoutent. Il y a souvent des a priori sur le terme. Et du coup, je suis vraiment très intéressé que tu puisses partager ta vision de ce qu'est le tantra. Avant ça, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'inspire, les hommes de cœur? Est-ce que tu considères que tu es un homme de cœur? Et si oui, pourquoi? Est-ce que je suis un homme de cœur? Je ne sais pas trop. Euh, En tout cas, j'essaye de l'être. Et je pense que est un homme de cœur tout homme qui essaye de tendre vers ça, sachant qu'il peut y avoir des moments de doute, de faiblesse, et donc c'est pas tellement, enfin, c'est à la fois un état, mais c'est aussi quelque chose vers lequel on souhaite tendre, Ouais. je pense. Enfin, en Hmm. tout cas, maintenant, je n'ai pas été voir le descriptif précis que tu donnes à ce terme, et donc peut-être qu'il peut y avoir des subtilités ou des nuances par rapport à ça. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est en tant qu'homme cette idée d'essayer d'avancer, d'être plus conscient, de, de venir rencontrer et nourrir les parts de moi qui, pour le moment, sont encore refoulées, ne sont pas suffisamment accueillies, de mieux équilibrer mes polarités. Euh, Évidemment, en tant qu'homme, il y a aussi cette relation féminin Mhm. qui, je pense, dans ces polarités, ce jeu de polarités, c'est difficile de se déterminer en tant qu'homme sans parler du féminin, où les deux sont inextricablement liés. Et donc, c'est comment je me vis par rapport à ça, avec mon propre féminin, ma polarité intérieure, et puis comment ça va jouer, se refléter aussi à l'extérieur dans ma relation femme et la relation à la polarité masculine des femmes. Qu'est-ce que ça vient renvoyer chez moi? Et Ouais. donc, c'est essayer de conscientiser un peu tout ça. D'accord. Ouais, je, je pense que dans l'approche du tantra, on va aussi parler de ces polarités féminines et masculines qu'on a chacun en nous, que ce soit les hommes ou les femmes. Euh, Tu parlais de la définition des hommes de cœur, mais finalement, moi, c'est une question qui m'intéresse, que j'aime poser aux gens que j'interviewe, parce que j'ai effectivement ma propre définition, mais je crois finalement qu'on a tous une définition de ce qu'est un homme de cœur. Moi, la mienne, c'est un peu comme tu le disais, en fait, que les hommes qui sont quelque part, qui sont prêts à effectuer un travail personnel d'introspection, parce qu'ils savent qu'il y a toujours, comme tu te disais, on est sur un chemin et puis il y a toujours à apprendre. Et puis aussi, c'est être soi-même, accepter d'être soi-même avec ses qualités, ses faiblesses, son côté féminin, son côté masculin, et s'accepter tel que l'on est. Voilà, être vulnérable et puis l'accepter aussi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de définition, j'en ai une, mais c'est vrai que je laisse la porte ouverte à chacun de pouvoir avoir la sienne.
Je pense que c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, merci de ta réponse. Euh, je, je sais que tu fais plusieurs. Alors, tu fais toi, en tant que thérapeute, tu fais des massages tantriques. Tu fais du rebirth aussi, je crois. Je fais du rebirth également, oui. Et tu peux nous en parler de ces activités, les 3 activités que tu pratiques? Mais donc, en consultation individuelle, je dirais que le massage tantrique est l'outil principal, celui que je pratique le plus. Enfin, en tout cas, il y a plus de gens qui viennent pour ça chez moi que pour un autre outil. Et donc, ce massage, en tout cas dans ma perception, a une portée, une visée à la fois thérapeutique, à la fois de développement spirituel, personnel, même si les deux, le thérapeutique et le développement sont liés et l'un peut venir nourrir l'autre, de connaissance. Et je dirais, enfin, c'est aussi du thérapeutique, c'est un chemin de connaissance, d'acceptation et d'amour de soi, principalement. Donc, durant le massage, il y a des parts de soi qui viennent émerger, qui ont envie de montrer le bout de leur nez en cours de massage. Et l'intérêt, c'est comment j'accueille la survenue de ces parts, comment je leur permets de s'exprimer et de venir transformer quelque chose en moi. Et donc, moi, je dirais que si j'ai qu'un seul but en tant qu'accompagnant là-dedans, c'est créer le cadre, les conditions les plus favorables de confiance, de sécurité, de bien-être, pour que la personne massée se sente suffisamment bien pour oser s'abandonner et oser laisser émerger tout ça. Et être parfois dans une zone d'inconfort importante. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Et donc, de se sentir suffisamment accompagné pour pouvoir baisser l'armure, baisser les masques et être vrai, être authentique. Et donc, aller dans sa vulnérabilité et se sentir non jugé, accueilli inconditionnellement et accompagné dans ce cheminement qui peut être parfois magnifiquement agréable et extatique, et parfois tout à fait bouleversant, pas facile émotionnellement. Ça dépend un peu au cas par cas. Et par exemple, dans ma clientèle, j'ai pas mal de femmes qui ont subi des abus sexuels. Et donc, c'est clair que se reconnecter au corps, à l'énergie sexuelle, le fait d'être touché, et entre autres par un homme et en présence de l'énergie masculine, c'est évidemment quelque chose de difficile. Donc, c'est un chemin confrontant, guérissant, mais clairement confrontant. Et donc, c'est pas anodin comme massage. Et puis, après pour d'autres, ça va être tout à fait délicieux, tout à fait facile. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Et quelle est la différence entre un massage tantrique et un massage, on va dire qu'on connaît un peu tous, massage californien ou des massages de bien-être qu'on fait dans les centres esthétiques bien-être? Donc, dans le massage tantrique, l'idée est, du point de vue du massé ou de la massée, de laisser émerger tout ce qui est là. Donc, c'est vraiment l'invitation, l'autorisation à, à vraiment laisser monter tout ce qui a envie de monter. Donc, ça peut être l'énergie sexuelle, ça peut être les émotions, ça peut être des sensations. Il y a la possibilité de bouger, la possibilité de crier, de pleurer. Donc, tout ce que le corps a envie d'exprimer est bienvenu et est accueilli. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucune part de moi qui est à restreindre, à juger, à réprimer. C'est vraiment l'accueil complet et la conscientisation de ce qui est en train de se passer. D'accord. Donc, ça ne va pas forcément aller dans l'énergie sexuelle
qui n'est pas du tout un passage obligé. Et malheureusement, on va souvent réduire le tantra ou le massage à cette dimension-là, mais c'est une dimension parmi plein d'autres. Donc, c'est vraiment simplement tout ce qui a envie d'être là est bienvenu, en ce compris l'énergie sexuelle, mais on ne va pas particulièrement chercher à l'activer. Donc, cette énergie, si elle n'est pas là naturellement, moi, je ne vais pas la chercher. Et j'invite la personne à ne pas aller la chercher non plus. Si elle n'a pas envie d'être là, elle peut avoir de magnifiques raisons de ne pas vouloir être là et on lui fout la paix. Ok. Donc, c'est ça qui est important. Et si elle est là, si cette énergie naturellement vient, l'idée est de la normaliser, c'est-à-dire de l'accueillir comme n'importe quelle autre expression du corps, sans mettre un focus dessus particulièrement, ni se focaliser dessus, ni l'éviter. Donc c'est vraiment cette idée, on ne vient rien rechercher et on ne vient rien éviter de particulier. On accueille avec simplicité et bienveillance ce qui est là. Et si l'énergie pointe le bout de son nez, ben, bienvenue. Si après 5 minutes, elle repart, ben, aucun souci, on repart à autre chose. Et donc, l'idée, c'est juste, en temps réel, j'accueille ce qui naturellement est là. Donc, je ne vais rien rechercher, je me contente d'accompagner ce qui se présente. Donc, c'est un massage qui, du coup, demande beaucoup d'écoute, de présence, parce que, en fait, j'essaye de ne pas savoir ce que je vais faire dans les quelques secondes qui suivent, de ne rien programmer et d'être vraiment à l'écoute de ce qui est là. Je dis, tiens, là, je sens l'arrivée de telle émotion. Et donc, ce n'est pas conscientisé mentalement, c'est beaucoup plus intuitif ou instinctif. Je ne me dis pas, ah tiens, là, je perçois une émotion de ceci, donc je vais faire comme cela. Donc, en pratique, c'est naturellement où je me retrouve à accompagner quelque chose et dire, OK, mon massage bifurque parce que je perçois que là, il y a de la tristesse. Et puis, 10 secondes après, ah, l'énergie sexuelle est de retour. Elle-même va faire après la place à de la colère, ou à ceci, ou à cela. Et chaque fois, le massage essaye de coller au plus près de ce qui est là. D'accord. Simplement. Ça me fait penser un petit peu à ce que je fais avec les personnes que j'accompagne en coaching. La posture que je vise à avoir, c'est toujours cette forme de neutralité et de jamais interpréter en fait ce que la personne d'en face ressent ou ce qu'elle peut en ressortir. Et c'est pas toujours évident de le faire puisque on est un individu, on a une identité et puis parfois on a des réactions. Donc ce travail de neutralité et de pas interpréter, ça doit être d'autant plus délicat dans ce type de massage tantrique, j'imagine, non? Ben oui, oui. En fait, moi, j'essaye en tant que masseur, mais j'invite aussi les personnes massées à faire pareil, c'est de le vivre comme une forme de méditation. Et donc, dans cet état méditatif, d'avoir le mental le plus apaisé possible. Et donc, quelque part, je dirais, moins je réfléchis, mieux c'est. Parce que si c'est à travers le mental que j'analyse, entre guillemets, la personne, je serai inévitablement dans des projections, de me dire, ah tiens, je crois que, j'imagine que, elle m'a dit ça, donc j'en déduis ceci. Et là, on a d'abord une chance sur deux de se tromper, et puis du coup, de ne plus être vraiment à l'écoute de la personne. Je serai dans ma tête, mais je ne serai plus vraiment connecté. Et donc, c'est pour ça que quand je masse, j'ai les yeux fermés une bonne part du temps, parce que c'est le visuel qui est celui de nos sens qui ramène le plus dans le mental. Tandis que si je suis en contact avant tout avec mes mains et un ressenti plus subtil, ben ça aide à être plus dans l'intuitif, de pas imaginer que, tandis que si je regarde la personne, ben c'est vraiment à travers ce que je crois percevoir, mais tiens, j'ai aperçu telle mimique ou tel mouvement, donc je pense que, et à ce moment-là, on part dans les projections, les extrapolations. Enfin, c'est une sorte de labyrinthe dans lequel c'est beaucoup plus facile de se perdre. Oui, je comprends. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, elles viennent te voir, c'est généralement des personnes qui connaissent le tantra, les massages tantriques. Pourquoi les personnes viennent te voir pour faire un massage tantrique? C'est très varié. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui viennent
pour une toute première séance, une séance de découverte. Il y a parfois la curiosité. Comme ce n'est pas complètement anodin comme séance, j'ai pas mal de personnes qui me disent, voilà, ça fait 1 an ou 2 que j'y songe, ou ça fait 6 mois que je tourne autour de votre site web et que j'hésite, et puis à un moment, franchissent le pas. Et souvent, ce qui les a empêchés de franchir le pas, c'était des peurs. Parce que c'est vrai qu'on peut lire beaucoup et n'importe quoi sur le tantra, sur les réseaux sociaux, Internet. Et donc, il faut aussi avoir une sorte d'assurance qu'on va bien tomber, Bien sûr. que le cadre va être bien tenu, que ça va être professionnel, on peut vraiment avoir confiance. Parce que c'est un massage dans lequel la capacité à s'abandonner, à lâcher prise est vraiment importante, et ça n'a de sens, ce n'est possible que si on se sent en confiance. Et donc là, si on débarque totalement à l'improviste chez le premier venu, ben c'est plus compliqué. Et donc, évidemment, le bouche à oreille a un impact important. Si, voilà, si quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai expérimenté, tu peux y aller en confiance, il est bien, j'ai de bons échos, etc. C'est clair que le contact personnel peut vraiment aider. Et puis, il y a des personnes qui viennent parfois un peu en touriste comme ça, un peu les mains dans les poches, qui disent, ah tiens, je viens essayer ça comme j'essayerais un balnéo. D'accord. Ouais. Ouais. Bon. Généralement, ceux-là, c'est pour dire, voilà, je l'ai fait comme j'ai testé le saut à l'élastique ou au parachute. Euh, Généralement, ils ne viennent pas avec un, un projet de développement, de progresser dans quelque chose. Donc, D'accord. généralement, ces gens-là, ils ont coché leur case, ils viennent une fois et puis je ne les revois. Même si l'expérience est agréable, ils ne reviennent plus forcément. D'accord. Et c'est généralement des gens qui viennent pour, comme tu disais, un projet, une problématique, quelque chose qu'ils veulent régler, ou c'est plutôt, on va dire, du développement personnel, du bien-être, où ils sentent qu'il y a un blocage et qu'ils veulent se débloquer. Il y a les deux. Il y Il y a, a- je dirais 50% chacun, et les deux motivations peuvent coexister. Euh, il y en a vraiment qui viennent dans cette idée de travail sur soi, de progression, de connaissance. D'autres le voient comme une sorte de cadeau qu'ils se font, c'est-à-dire 1 heure où la personne ne pense, n'est là que pour elle-même. C'est par exemple des personnes qui ont dans leur vie quotidienne beaucoup de responsabilités, sont vraiment dans le dévouement par rapport aux autres. Là, elles se font le cadeau de je me fais choyer, pendant 1 heure, je suis dans la pure réceptivité, sans rien devoir redonner en échange, et je me fais du bien. Ça, c'est une autre démarche qui n'est pas moins légitime. Et puis, il y a les personnes qui, effectivement, viennent avec une problématique, avec une difficulté. Par exemple, voilà, j'ai du mal à me connecter à mon corps, à ressentir, à être en lien avec mon énergie sexuelle, ou j'ai subi un abus et donc, du coup, dès que je ressens du plaisir, je coupe, ou je suis en colère contre les hommes, je ne m'aime pas. Enfin, il peut y avoir une, une myriade de possibilités. Et donc, l'idée, c'est généralement un travail de réhabilitation, de pacification, de retrouvailles avec soi-même. D'accord. D'accord. Voilà. Mais donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un problème à régler pour venir faire ce type de massage. D'accord. Et les personnes qui viennent te voir, c'est principalement des femmes. Il peut y avoir des hommes dans le massage tantrique? Tout à fait. Mais donc, le plus souvent, un homme ira chez une praticienne, une femme, et l'inverse, mais ce n'est pas une règle absolue. Donc, en pratique, en fait, on travaille avec des énergies principalement, et l'énergie en soi est neutre. Mhm. Donc, être massé par un homme ou par une femme, ça pourrait être tout à fait équivalent.
Maintenant, dans certains cas, évidemment, comme nous restons des êtres humains avec des a priori, des projections, de ceci, de cela, on peut avoir une préférence nette pour l'un ou l'autre sexe, ou parfois ça peut vraiment avoir un sens de dire, voilà, j'ai quelque chose à travailler par rapport à ma polarité féminine, donc c'est un sens d'être massé par une femme, ou c'est ma relation sexe opposé qui est compliquée, ou c'est ma relation à la sexualité, ou c'est où j'ai besoin de me sentir validé par quelqu'un du même sexe que moi, ou je ne me sens pas assez rassuré par quelqu'un du sexe opposé, donc je préfère être avec un homme ou une femme. Ouais. Donc, voilà, à chacun de sentir qu'est-ce qui est juste pour lui maintenant. Il n'y a pas de règle absolue. Je constate qu'en pratique, la majorité des hommes préféreront être massés par une femme parce qu'il y a aussi cette idée chez beaucoup d'hommes que si on travaille entre autres avec l'énergie sexuelle, je me sentirais mal à l'aise de travailler avec un homme parce qu'il y a toujours cette espèce de spectre latent de l'homosexualité qui peut être là, qui est une sorte de, oui, de peur inconsciente. Et donc, pour beaucoup d'hommes, c'est compliqué, où il y a vraiment un a priori par rapport à ça. Donc, ce qui fait qu'en pratique, ma clientèle en massage, c'est vraiment 95% de femmes. D'accord. Et Donc, par exemple, chez mes consoeurs ont généralement plus d'hommes que de femmes, mais elles ont quand même un certain nombre de femmes. Elles ont ok. plus que 5. D'accord. Ok. Oui, c'est là où on voit là, un peu cette différence de perception entre les hommes et les femmes, où une femme ira plus facilement vers une autre femme, elle sera, quelque part, elle sera moins, euh, on va dire, perturbée par cette image d'une femme qui lui fait un massage que les hommes peuvent l'être, non? Tout à fait. Et donc, c'est vraiment, il y a chez les hommes cette espèce d'inconfort de l'intimité avec un autre homme, quel qu'il soit. Donc, intimité émotionnelle, intimité physique. Et donc, par exemple, je donne aussi des formations en massage. Et donc, dans les formations, on invite toujours un moment les participants à se masser entre personnes du même sexe. Et pour certains, il n'y a aucun souci, mais pour d'autres, ça reste vraiment très confrontant. Ouais, Et bien sûr. donc, c'est intéressant à travailler. Et c'est vraiment rarissime qu'il y ait cette difficulté-là chez les femmes, pour qui ça passe souvent tout seul. Et même parfois, elles seront contentes ou soulagées d'être enfin entre femmes, parce qu'il y a, entre guillemets, une difficulté à gérer en moins, qui est Ouais, la question du désir, des limites, de ne pas se dire à un moment, enfin de se dire que c'est plus facile entre femmes de baisser complètement sa vigilance, tandis qu'avec un homme, parfois elles se disent je dois quand même rester vigilante parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, etc. Et ouais. donc il y a toute cette question de la confiance qui est vraiment une chose de base qu'on travaille dans les formations, qui est de pouvoir vraiment créer un cadre, de pouvoir quitter, enfin en tout cas laisser retrait l'ego, la part personnelle pour être vraiment au service de la personne massée et donc que mes propres besoins, mes propres manques, mes propres projections en tant qu'homme, en tant que Didier, sont mises assez en retrait de façon à ce que je sois connecté à quelque chose de plus grand, de plus vaste et vraiment au service de l'autre et que l'autre ne soit pas manipulé ou instrumentalisé au service de ma libido, de mes envies, Ouais. de ceci. D'accord. Donc, c'est vraiment une grosse part du travail, c'est d'arriver à conscientiser ça, à être en paix avec tout ça. Ok. Donc ça veut dire que pour les hommes qui nous écoutent, s'ils ont envie de découvrir le massage tantrique, ils peuvent très bien te contacter. Tout à fait, bien sûr. Possible. Mais je- j'ai pratiqué le tantra quelques fois dans le cadre de stages et j'ai également testé ce massage tantrique avec quelqu'un du même sexe
c'était en dehors évidemment de ces a priori, de ces peurs qu'on peut avoir en tant qu'homme. J'ai trouvé que les énergies et cette connexion avec justement une énergie du même sexe, c'était ultra, ultra puissant, et cette confrontation que ça peut avoir d'être avec quelqu'un du même sexe, j'ai trouvé ça très guérisseur et finalement très doux. Euh, j'ai trouvé ça d'une douceur et d'un réconfort assez impressionnant. Ça a été très, très, très guérisseur. Donc, les hommes de cœur, je vous recommande fortement de contacter Didier. On donnera toutes tes coordonnées après cette interview. Il me semble que toi, tu as trois pratiques principales, donc le massage tantrique. Oui. Tu peux nous parler rapidement des deux autres, s'il te plaît? Donc, le Rebirth ou respiration consciente, c'est un tout autre outil où là, l'idée, c'est à travers une respiration un peu plus dynamique et ample que la normale, mais c'est pas quelque chose comme la respiration holotropique, qui est un autre outil où là, on va plus fort dans la respiration, où on approche de l'hyperventilation. Donc, dans le Rebirth, c'est plus doux, c'est plus calme, mais cette respiration a quand même un effet étonnant qui est qu'à un moment, je dirais que le rôle de filtre, de contrôle du mental est, si pas déconnecté, en tout cas très fort amenuisé. Et donc, en pratique, euh, comme ce contrôle est à l'arrêt, euh, certaines choses qui jusque-là étaient maintenues à l'intérieur avec un couvercle dans l'inconscient ont la possibilité de remonter, de ressortir. Et donc ça amène ce fameux état d'abandon où des émotions, des souvenirs, des flashbacks, des intuitions peuvent émerger. Donc c'est un peu cette petite voix intérieure qui jusque-là n'avait pas eu la possibilité de sortir et qui brusquement, je dirais, s'impose. Ok. Et donc il y a à la fois une sorte de nettoyage énergétique, mais aussi une sorte de nettoyage émotionnel qui se fait. Et moi, je l'utilise plus pour amener un accès aux émotions, principalement. Et donc, c'est très surprenant parce que scientifiquement, je n'ai pas encore réussi à trouver d'explication très claire de qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Mais en pratique, on est là à respirer et puis à un moment, il y a une espèce d'émotion qui monte, qui nous submerge, ou des souvenirs de l'enfance qui étaient complètement enfouis qui ressortent. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. À l'origine, le nom le dit, l'idée était de revivre sa propre naissance sur un plan émotionnel, énergétique. Là, l'objectif, c'est après beaucoup plus agrandi, où c'est plus de revivre des émotions. Ce sont en fait toutes des émotions qui n'ont pas eu la possibilité d'être exprimées à l'époque et qui là ont une deuxième chance de pouvoir sortir, se libérer et donc de nettoyer la blessure qui l'accompagne, de libérer les tensions, les crispations qui sont en lien avec la blessure. D'accord, ok. Voilà. Donc je dirais que ça, quelque part, c'est pas si éloigné du massage. Donc l'outil est différent, mais ça vient en partie traiter le même plan émotionnel, mais autrement. Okay. Donc parfois, il m'arrive de proposer aux personnes d'alterner l'outil, une séance un massage, l'autre séance respiration, et d'essayer un peu les deux. Et de sentir avec quel outil, à tel moment, on se sent le plus à l'aise, on a le moins de résistance ou qui nous semble plus bénéfique. Et donc, on peut, parfois, à un moment, on se dit, tiens, pour le moment, je sens que tel outil, j'ai plus d'affinité. Ouais. Voilà, c'est pas qu'il est mieux ou moins bien, mais que voilà, il me correspond plus à tel moment, et voilà, simplement. D'accord. Et puis, troisième outil, il y a aussi l'accompagnement verbal, qui est, enfin, avec chacun des outils est aussi accompagné d'une part de verbal. Et donc ça, c'est dans la
la dimension psychocorporelle, donc il y a toujours du corporel, mais il y a également la part psycho qui, elle, se fait généralement à travers un échange verbal interactif où c'est toujours nécessaire un moment de mettre des mots, de rassurer le mental, où généralement l'expérience à travers le corps a été plus rapide, on atteint des couches plus profondes, et puis après la séance corporelle, le mental dit oui mais oh j'aimerais bien comprendre moi, qu'est-ce qui s'est passé et donc si on ne vient pas suffisamment nourrir le mental, lui donner du sens, mettre des mots, ben le mental il va rester un peu surexcité. Tant qu'il n'a pas été nourri, il va rester crispé, affamé, il va tourner en boucle. Et donc, il peut être nécessaire d'aussi rencontrer la personne sur ce plan-là, de façon à ce que ce plan puisse s'apaiser et donc venir aussi se mettre dans le même axe que le plan du cœur, que le plan du bas-ventre, que ces trois pôles. Donc, en tantra, on parle vraiment de ces trois pôles qui sont la tête avec le mental, le cœur avec les émotions et le bas-ventre avec les instincts et les pulsions. C'est l'idée, c'est d'aligner les trois. Si un des trois reste complètement rade et qu'on ne l'a pas nourri, qu'on ne l'a pas rencontré, ben, il y aura un déséquilibre. Il y aura une part de nous qui ne va pas être apaisée, qui va continuer à tourbillonner. Et donc, c'est important de ne pas négliger ce mental qui, en temps normal, est déjà normalement suralimenté. Mais dans ce cas-ci, il se peut qu'il justement, il se sent trop largué. Et il faut trouver l'équilibre qui est propre à chacun. Il y a des gens pour qui il n'y aura pas besoin de mettre des mots. L'expérience corporelle sera suffisante. Mais d'autres, plus rationnels, auront besoin de comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est important de donner cette compréhension, que la compréhension ne soit pas uniquement intuitive ou émotionnelle, mais que la compréhension rationnelle puisse se faire aussi. Et que les deux compréhensions se rejoignent et se complètent. D'accord. Et du coup, ça, c'est ta troisième activité Je ne dirais pas que c'est une troisième activité, puisqu'elle est toujours présente dans les deux autres. Elle est complémentaire. Voilà, ouais. Je dirais que je ne fais pas beaucoup de séances uniquement verbales. D'accord. Ok. C'est plus rare. Sauf, après ça, j'ai aussi une autre palette qui est l'accompagnement de couple, où je reçois des couples, je les accompagne dans leur cheminement de couple. Et là, ça commence toujours par du verbal. Il se peut que ça reste globalement verbal, mais dès que j'en sens l'intérêt, je les invite soit individuellement, soit en couple à passer aussi à des choses plus corporelles. Ok. Je sens qu'il y a des blocages et à ce moment-là, je peux orienter un des deux ou les deux vers le massage, vers la respiration ou vers un tout autre outil chez quelqu'un d'autre, ou bien de leur proposer avec moi d'expérimenter différents exercices corporels qui pourraient les aider à se reconnecter, à se rencontrer à nouveau. Donc, comme ma spécificité, c'est plus le tantra, mais les gens qui viennent chez moi, pas toujours, mais c'est entre autres avec des difficultés sur le plan de l'intimité, de la sexualité. Et donc, généralement, sur ce plan-là, souvent, il est important un moment de laisser le verbal et la parole et de passer à quelque chose de plus sensitif, de plus concret, donc des exercices pour se retrouver, pour se reconnecter. Ça peut être du massage, des exercices de danse, de toucher, d'apprentissage, des limites, de sentir les émotions de l'autre, d'écoute, donc des choses comme ça qui ont tout leur sens. Parce que si on reste dans de l'accompagnement purement verbal, on reste souvent plus dans le mental et il y a des couches qu'on ne parvient pas à atteindre. Ouais, c'est ce que effectivement j'ai ressenti en faisant également du tantra et c'est ce que je propose très souvent dans mes accompagnements, c'est de faire vivre, de vraiment vivre et de ressentir les choses. Effectivement, quand on reste dans le mental, on se retrouve bloqué, comme si on se retrouvait bloqué dans un spectre et on n'arrivait pas à en sortir, alors que
Alors que en vivant des expériences, c'est comme si on était, on était sur une autre dimension, quoi. Pour moi, j'ai un exemple, j'utilise toujours cet exemple j'ai lu énormément de bouquins sur le développement personnel. Alors du coup, théoriquement, mentalement, j'avais plein de données, de très bonnes données. Et puis, mais pourtant, il me manquait ce côté de vivre en fait les choses, de les expérimenter, de les ressentir avec tous mes sens, parce que je crois aussi que le tantra fait jouer tous les sens qu'on a. Et ça m'a vraiment, pour moi, ça a été une révélation en fait, de me rendre compte à quel point la différence entre le faire et le vivre était différent que juste bon, bah, avoir des informations qui arrivaient à mes C'est oreilles. clair. C'est clair qu'on peut lire des milliers de bouquins, écouter plein de conférences en ligne ou en présentiel. Dans un domaine comme le développement personnel ou spirituel, ça passe par l'expérience, par le fait de ressentir soi-même. Et certains domaines seront plus rationnels, plus intellectuels, et puis des domaines comme les émotions, comme la sexualité, ça n'a aucun sens de se limiter à des bouquins. Ouais, Il faut l'expérimenter, le vivre, et puis c'est intéressant après ça de faire le lien avec ce qu'il y a dans les bouquins. Donc d'avoir une vision plus conceptuelle, c'est intéressant aussi. ouais, Mais les deux viennent s'enrichir. Il y a vraiment cette compréhension rationnelle, cette compréhension émotionnelle, cette compréhension du corps. Je dirais que les trois viennent se compléter. Chaque compréhension toute seule est insuffisante, est bancale. Il faut que les trois viennent s'éclairer autrement. Donc, quelqu'un qui serait 100% dans l'intuitif, il lui manquerait quelque chose aussi. Il ne pourrait pas parler de son expérience. Il ouais. n'aurait pas de mots, il ne pourrait pas la conceptualiser, il ne sera pas la mettre en perspective. Ce sera quelque chose par rapport à laquelle il n'aura aucun recul. Il sera totalement dedans. Ouais. Donc, il y a des moments où c'est bien. Enfin, quelqu'un qui a écrit un livre sur son expérience, il a dû faire les deux. Pour pouvoir mettre en mots et avoir un peu de recul, il a dû à un moment dire, prendre du recul par rapport de la distance, par rapport à son expérience, et dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé et donc la conceptualiser, la rationaliser, la mettre dans un contexte par rapport à ce qui s'est fait d'autre, etc. Donc, ce sont deux exercices différents, mais qui en fait se complètent très bien. Ouais. Je, J'aime beaucoup donc, merci de toutes ces explications sur ce que tu fais, du coup, des massages tantriques, de la thérapie de couple et puis du rebirth, la respiration. On appelle ça comment? De la respiration? C'est une technique de Il y respiration? a, je sais qu'il y a des sombres histoires de copyright Ah, d'accord. par rapport au nom. Donc, le terme d'origine, c'est Rebirth, donc c'est américain. C'est D'accord. Léonard Faure qui a créé ça dans les années 70. Puis, une Française a mis, je crois, un droit d'auteur sur le terme respiration consciente ou un autre terme, D'accord. parce qu'elle avait apporté quelques nuances dans la pratique. Et, mais enfin, on s'en fout un peu. Oui, voilà. On est d'accord. En tout cas, les hommes de cœur savent que c'est les trois pratiques que tu proposes. Moi, ce ce dont on vient juste de discuter, ça me fait penser avant cette interview, on s'était eu et puis on avait discuté des articles que tu faisais sur ton site web Présence en soi. Présence à soi. À soi, oui, pardon, excuse-moi. Présence à soi. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens après en dessous dans l'interview pour aller voir, puisque je trouve que tu as une approche qui est très intéressante. Tu me disais qu'il y avait en fait les sujets, il y avait un sujet qui te venait comme ça, et puis tu te disais, tiens, ça m'intéresse, donc je vais aller creuser ce sujet-là, et puis je vais aller euh, peut-être questionner des gens, m'intéresser, lire des bouquins, et puis après tu faisais ton article. Et donc il y en a un qui était sur la peur du féminin, que j'avais trouvé criant de vérité, où tu expliquais finalement
cette difficulté que l'homme avait de se positionner aujourd'hui dans notre société face à une femme qui a une puissance de mère, de créatrice. Euh, et puis un homme qui doit se positionner dans sa virilité, dans sa sexualité aussi, qui n'est pas toujours évidente. Et j'avais vraiment apprécié cette approche, ce recul que tu avais réussi à prendre. Tu peux nous en dire un mot de cette peur du féminin dans notre société d'aujourd'hui pour les hommes? Oui, donc l'idée de l'article m'est venue en écoutant la radio où un homme politique belge, lors d'une interview, a eu une phrase assez méprisante ou dénigrante envers les femmes. Et donc, c'était la phrase une femme qui couche avec n'importe qui perd de sa valeur. C'est cette phrase-là. Donc, j'en discutais avec mon épouse et donc on relevait que c'était d'abord plein de jugements sur la sexualité et principalement la sexualité féminine. Donc, il y avait beaucoup. Et puis, je réfléchissais, enfin, j'ai laissé un peu maturer ça. Et puis, je me suis rendu compte que toute notre culture est pleine de moqueries, de jugements dénigrants, de traits d'esprit de grands auteurs très misogynes. Et je me suis demandé pourquoi cette espèce d'acharnement, en fait. Qu'est-ce qui venait motiver ça? Et puis, en creusant un peu, il m'est apparu que c'était une peur de l'inconscient masculin envers la puissance du féminin. Mmh. Et donc, en fait, quand quelque chose nous fait peur, ben, on essaye de le ridiculiser, de le réduire, de le dénigrer, de faire perdre confiance à l'objet de la peur, et donc que l'autre finalement se rogne lui-même les ailes. Et donc, je me suis amusé à faire un peu de recherche et de voir un peu dans l'histoire tous des exemples d'archétypes féminins qui étaient considérés comme monstrueux, comme terrifiants. Et c'est assez frappant que de voir dans la majorité des cultures et des époques, il y a vraiment cet archétype féminin effrayant qu'il faut maintenir à distance et principalement dans la sexualité. Donc, ces femmes séductrices, on peut voir vraiment dans l'Antiquité, on remonte à la Gorgone Méduse, on revient les sirènes, puis les sorcières. Enfin, il y a des tonnes d'exemples et je ne me suis pas amusé à les répertorier tous parce que sinon, ça aurait été une thèse de doctorat un peu fastidieuse. Mais il y a vraiment énormément d'exemples de cette peur. Puis j'ai essayé de voir quelles étaient les différentes origines possibles de cette peur et comment, en tant qu'homme, on se positionnait par rapport à ça. Et ce qui était particulièrement insidieux, c'est que c'était en fait une peur pas tant de la femme que du féminin. Ouais. Et puis, je dirais qu'on approche. Et en fait, le truc, c'est que cette polarité féminine, on l'a en nous en tant qu'homme. Et donc, c'est particulièrement flippant parce que l'objet de la peur, en fait, il est aussi à l'intérieur. C'est comme on se dit, voilà, le monstre est derrière, en dehors de la maison, on a fermé à double tour, et puis on réalise qu'il est rentré aussi, qu'il est dehors et dedans. Ouais. Et donc, on s'enferme avec lui. Donc, c'est vraiment un truc de film d'horreur. Et donc, en pratique, de réaliser que cet objet de peur est à l'intérieur et pour se protéger de ça, il y a un mécanisme psychique inconscient bien connu qui est établi par Freud, qui est la projection. Donc, ce que je n'assume pas à l'intérieur, ce que je ne m'autorise pas, ce que j'ai trop de mal à admettre en moi, eh bien, je le projette en dehors de moi. Et donc, cette polarité féminine inquiétante a été en fait projetée sur les femmes en général.
où toute la peur de la mère étouffante, castratrice, envahissante, enfermante, etc., a été projetée sur les femmes en général. Et donc, elles sont devenues un peu une sorte de bouc émissaire de cette peur inconsciente et primordiale que nous avons tous les hommes, d'une certaine façon. Ouais. Donc, le patriarcat ou la répression du féminin peuvent pour partie s'expliquer par en fait une façon d'essayer de museler cette peur. D'accord. Et donc, la meilleure façon de mettre fin à ce patriarcat et à pacifier la relation homme-femme est en fait, en tant qu'homme, de prendre conscience de cette peur, de la relation compliquée que nous avons au féminin et d'apaiser cette relation. Et je renvoie à un bouquin vraiment impressionnant que j'ai lu quand il est sorti, qui est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, qui est sorti je ne sais plus où, mais qui est facile à trouver, D'accord. et qui vraiment vient, enfin, c'est vraiment une somme sur qu'est-ce que la virilité en tant que construction culturelle, et qui vient montrer, et Badinter l'avait écrit aussi, que en fait l'homme, il n'y a pas de définition de l'homme viril. La masculinité, la virilité, ce n'est pas une définition positive en disant l'homme c'est ça, mais qu'en fait l'homme se définit surtout par la négative, c'est-à-dire surtout qu'est-ce que n'est pas un homme. Et donc un homme est ce qui n'est pas féminin et ce qui n'est pas efféminé. Ouais. Et donc l'identité masculine est un truc extrêmement fragile et il y a une peur inconsciente par rapport à ça. C'est que si en tant qu'homme, on m'identifie à quelque chose d'efféminé ou de féminin, ben je perds toute mon identité, je ne sais plus qui je suis. Et donc, il y a vraiment cette peur de cette espèce de cheval de Troie du féminin qui est là en moi et que je dois, en tant qu'homme, absolument refouler, écarter, parce que sinon, je ne suis plus un homme. Je perds la virilité, je suis rejeté de la tribu des hommes. Ouais. Et donc, tant qu'il y aura cette relation compliquée à cette polarité féminine en nous, à la fois, on va rejeter une part de nous-mêmes, mais également, on ne pourra pas être dans une relation apaisée aux femmes et construire quelque chose de plus égalitaire, de plus équilibré, où les complémentarités pourront enfin être reconnues à leur juste valeur. Donc, il y a vraiment tout un chemin personnel de l'homme par rapport à ça. D'accord. Voilà, j'ai dit en bas. Ça tombe très bien parce que c'est globalement, je voulais te poser la question, selon toi, qu'est-ce que tu conseilles en fait à ces hommes pour, pour, notre, pour, pour un monde meilleur quelque part? Je pense que tu as donné la réponse juste avant, c'est de s'accepter dans sa part féminine, masculine, mais aussi féminine. Et du coup, ce qui fera qu'on aura tendance à mieux accepter l'autre, et entre autres la femme, et du coup, la complémentarité qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme. Et en fait, c'est un sujet que je continue à pas mal creuser parce que j'ai un livre en préparation et en maturation justement sur l'homme, le masculin. Ah, Et donc, génial. je continue. En fait, c'est suite à la sortie de cet article sur les peurs, la peur du féminin, un éditeur m'a contacté en me disant ça m'intéresserait que vous creusiez ça. Ah, super. Et donc, une œuvre de commande d'une certaine façon, Ok. qui, si tout va bien, devrait sortir au printemps prochain. Ah, Euh, super. Très bonne nouvelle, dis et donc. je l'ai écrit d'ici là, évidemment. Mais donc, je continue à creuser ça. Et je dirais que ce qui pour moi est important, c'est surtout de ne pas essayer de s'enfermer, enfin, de chercher une définition de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, parce que je crois qu'il n'y a pas de vraie réponse.
et qu'il y a une infinie façon d'être un homme, une infinie façon d'être une femme. Donc moi, je n'utilise plus les termes part féminine, part masculine, parce que c'est enfermant et c'est trompeur. Si en tant qu'homme, je parle de ma part féminine, ben, c'est quelque chose que je vais associer aux femmes. C'est un truc de femme que j'ai en moi, ou inversement. Donc moi, je préfère utiliser les termes yin et yang, en disant, voilà, il y a une polarité yin, il y a une polarité yang, le yang étant plus la polarité masculine et le yin féminine, et de dire, voilà, on a tous cette polarité, dont le yang étant plus associé à la force, à l'extérieur, au rationnel, à ce qui est tranchant, à ce qui est dans l'action, dans la matière. Le féminin, l'autre polarité, donc l'inverse. Et donc de se dire que ce qui est important, c'est d'être en paix, en harmonie avec mes deux polarités, avec mon yin, avec mon yang, et on s'en fout de savoir si c'est un homme ou une femme quelque part. D'accord, ouais, je comprends. C'est simplement d'accueillir, d'être en paix avec qui je suis. Et donc, c'est de développer ces facettes-là de moi. Et je dirais culturellement, l'homme est plus yang, la femme plus yin en proportion. Est-ce qu'il y a une petite part d'inné qui fait que l'homme a un peu, il n'y aurait pas d'acquis culturel, l'homme serait naturellement un peu plus yang et la femme un peu plus yin? C'est possible, mais c'est tellement marginal, c'est tellement à la marge qu'on s'en fout. Ouais. Et en fait, si on met le focus sur ces 5% peut-être d'inné, on continue à rester coincé dans cette idée, un homme doit absolument être comme ceci, une femme comme cela, tandis que si on est dans tout ce qui est ouvert, c'est-à-dire que si je déconstruis tous les clichés sociaux qui font qu'une femme ne peut pas jouer au rugby, un homme ne peut pas aimer les fleurs ou ceci ou cela, et que chacun, en fait, trouve l'équilibre qui est juste pour lui, l'équilibre qui est harmonieux pour lui entre ses polarités, et on s'en fout qu'un homme soit à du coup 48% yang et 52 yin, ou l'inverse. On connaît tous des hommes un peu plus yin qui ont l'air très bien dans leur peau et qui sont épanouis et qui sont très bien, et des femmes qui sont un peu plus yang et qui sont très bien aussi. Et donc, de se dire qu'un vrai homme devrait être à 65% yang, sinon c'est plus un homme. Enfin, de nouveau, on s'enferme dans le truc qui nous coince depuis des millénaires. Et donc, c'est vraiment cette idée, lâchons cette espèce de volonté de classifier, cette dualité qui est très occidentale, de dire, voilà, il y a ça à gauche, il y a ça à droite, et de dire, voilà, simplement, voilà, moi, je sens que ce qui est juste pour moi, ce qui vient m'épanouir, ce qui est mon essence, est d'exprimer mes polarités comme ça. Et Ok. puis basta. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je Donc là, comprends. je schématise de façon un peu caricaturale, mais de ne pas chercher à tout prix, sinon on s'enferme dans les théories du genre, où là on repart dans des trucs qui sont très cérébraux en fait, Ouais. et dans lesquels il n'y a pas vraiment d'issue, où on peut trouver des arguments dans tous les camps. Et ça n'amène pas de paix, ça n'amène pas de réconciliation. Aussi, un message qui pour moi est important, c'est que un moment, les cercles d'hommes, les cercles de femmes, c'est utile, c'est salutaire, c'est bénéfique, mais un moment. Après, il est important de se retrouver et de réconcilier. Bien sûr. Si on reste trop longtemps entre soi, on recrée cette dualité, c'est nous d'un côté et puis les autres de l'autre côté. Et donc, s'il est important de se faire valider par les personnes de son propre sexe, de se retrouver, de se serrer les coudes un moment, après, c'est pour moi fondamental de dépasser cette étape provisoire et la vraie réconciliation se fait avec ces deux polarités et du coup avec tout le monde, avec l'autre sexe également. Donc, il est vraiment important de dépasser
Sinon, finalement, on recrée une dualité. Bien sûr. Si on reste en homme, on recrée cette dualité. Ouais, Et les femmes de leur ouais, c'est et exact. il est important. Et aussi, dans cette étape provisoire de construction, il est important, moi, en tant qu'homme, pour que je réhabilite ma part yin, d'être aussi en présence de personnes plus yin qui expriment ce yin d'une belle façon. Bien sûr. Bien Si je sûr. ne suis qu'avec des yang, a priori, on va rester entre yang et on va se servir d'exemple de yang entre nous, mais c'est tout. Le yin. Et l'inverse aussi, si en tant que beaucoup d'hommes, du coup, en cherchant ce chemin vers le yin, finissent par diaboliser leur yang et à rejeter ce yang. Ouais. Or, un homme qui se coupe de ce yang, ça n'a pas plus de sens que de se couper yin. Il est important d'être équilibré et bien dans les deux. Donc, le yin n'est pas l'ennemi à abattre. Ouais, bien sûr. Il est important donc d'être dans sa puissance, d'être dans cet aspect guerrier, de même que la femme peut être dans cet aspect guerrier, d'être aussi dans les deux, quoi. Ouais. C'est super intéressant parce que donc alors j'appelle pas ça des cercles d'hommes parce que je trouve ça un peu réducteur. C'est des moments passés entre hommes, mais un des projets que j'avais, c'était de construire justement des cercles d'hommes et des cercles de femmes avec une amie qui organise des cercles de femmes et à la fin en fait de se retrouver et de, de, de voir comment on a évolué, on a transmuté certaines choses et de comment en fait ensemble on peut ouais, être dans la complémentarité tout simplement. Et effectivement, je pense que le tantra est un bel art de vivre, une belle façon de faire ça. Tout à fait. Euh, C'est une approche parmi d'autres, hein, c'est pas la seule. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais elle Mais est chouette. en tout cas, c'est vrai que c'est une approche qui m'avait beaucoup parlé. Une question étant donné que tu travailles sur déjà sache que tu auras un client pour ton livre, hein, je l'achèterai direct parce que j'aime beaucoup ton approche. Euh, Tu sais, bon, j'ai fait un certain nombre d'ateliers, de stages autour de la spiritualité, que ce soit la méditation, le tantra, le chamanisme, tout ça, tas de choses. Et à chaque fois, je suis surpris et pas de voir aussi peu d'hommes. Euh, et toi qui as travaillé sur cette différence entre les hommes, les femmes, est-ce que tu sais pourquoi les femmes sont plus à même de s'intéresser à un chemin intérieur et à un travail sur soi que les hommes et comment en fait on pourrait montrer aux hommes qu'il y a un chemin peut-être différent que celui de rester dans sa bulle. Bon, c'est une tentative d'explication, hein. Je ne dis pas qu'elle est juste ou en tout cas que c'est la seule. Mais pour moi, le cheminement spirituel ou de développement personnel fait surtout appel à justement la polarité yin. Parce que ça invite à se connecter aux émotions, ça invite à revenir à l'intérieur, à être plus dans l'écoute. Et donc ça, c'est principalement, c'est du yin. Et donc, des hommes qui culturellement sont peu habitués au yin, mais ça, simplement, ça ne va pas leur parler. Ou ça va leur faire peur parce que c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ouais. En fait, ce qui est déroutant avec le yin, c'est que les outils du yang ne fonctionnent pas. Donc, avec le yang, c'est si on a un mode d'emploi, ça fonctionne. On suit la notice, on va du point A au point B qui nous amène automatiquement au point C. C'est simple, c'est clair, ça fonctionne. Ouais. Mhm. Avec le yin, ça marche pas du tout comme ça, et donc du coup, c'est très déroutant, c'est frustrant. On a moins. C'est comme si on vous bombardait dans une pièce où tout le monde parle le chinois. Ben, on n'a pas la langue, on n'a pas la grammaire, on est un peu largué. Du coup, c'est pas valorisant parce qu'on rame, on se sent un peu analphabète. Et donc,
pour les hommes qui ne sont pas familiarisés avec ce yin, les débuts sont un peu laborieux et c'est frustrant de voir que à côté, ben, la femme, elle capte tout de suite, elle a directement, c'est sa sensibilité plus innée parce qu'elle baigne dedans depuis qu'elle est petite et nous un peu moins. Et donc, le début est pas hyper valorisant, mais c'est vraiment important d'oser passer cette étape qui fait un petit peu de mal à l'ego au début, mais qui, une fois qu'on a osé traverser ça, et ben, de découvrir qu'il y a tout un monde hyper riche et intéressant qui s'ouvre. Et, et pour moi, c'est vraiment le message, c'est de réaliser que cette ouverture au yin ne nous rend pas moins yang. Oui. Que ça vient, donc ça ne rend pas moins homme, moins viril, si ce mot veut dire quelque chose, mais simplement que tout ce côté yang, on le conserve, il est toujours là, mais simplement, il vient s'enrichir. C'est comme si on ajoutait une palette supplémentaire. On vient nuancer et donc se dire, waouh, jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné dans ma vie avec la moitié des palettes. Il y a une deuxième moitié qui s'ouvre, c'est vachement plus riche, vachement plus intéressant, plus gratifiant. Ça me permet une bien meilleure relation et compréhension aux personnes qui, elles, maîtrisent l'autre palette. Et du coup, il y a une retrouvaille, un échange avec les femmes qui est beaucoup plus intéressant, plus important, plus facilité, parce qu'on a un langage plus commun grâce à ça. Mhm. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un bel outil pour les hommes, mais il faut oser les y amener. Et parfois, c'est la femme qui amène son compagnon, qui le tire un peu par la main en disant, ah, viens essayer. Il arrive un peu dubitatif et souvent, il ressort assez conquis. Ouais, ouais. Maintenant, à condition aussi de, souvent, l'homme est plus rationnel. Donc ça, c'est le yang. C'est de nouveau, c'est culturel, mais c'est comme ça. Et donc, il est important que son rationnel puisse s'y retrouver. Donc, parfois, en développement personnel, on peut tomber dans des cercles qui sont beaucoup plus mystiques, beaucoup plus ésotériques. Et c'est important ben, de pas larguer complètement le rationnel, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils se disent pas c'est quoi ce machin complètement fumeux. Enfin, ils sont tous complètement planants, largués, Ouais. trop perchés. Donc, c'est important de venir prendre par la main ce rationnel et lui dire, tu sais, il y a aussi une explication pour toi. Tu peux t'y retrouver aussi. Parce que sinon, il y a une sorte de blocage qui se fait. L'homme rationnel va dire, bon, c'est pas du tout mon monde, je rentre pas là-dedans. Or, c'est un domaine dans lequel le rationnel ne doit pas venir en maître et dominer tout, mais il a sa place aussi. Bien sûr. Et il y a des tas d'hommes qu'on peut venir rassurer par rapport à ça et qui ne se disent pas, voilà, c'est trop différent pour moi, quoi. Donc, il est possible de venir les amadouer à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais te poser une dernière question. Euh, Si tu avais une baguette magique, comme une baguette magique ou une lampe comme Aladdin que tu pouvais frotter, qu'est-ce que tu ferais pour ces hommes de cœur? Euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de faire pour eux? Je dirais de faire sauter avec beaucoup de douceur, non même pas sauter parce que le terme est déjà violent, de faire fondre, de dissoudre tous les verrous intérieurs qu'il pourrait avoir, de façon à être moins dans le jugement, moins dans une forme de protection, et, et que ça soit vraiment leur cœur qui soit le moteur,
que c'est de leur cœur que partent l'élan principal qui les anime. Et je D'accord. pense que tout le reste en découle. Donc avec ça, on a l'étincelle déclencheur et tout le reste suivra, je pense. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce joli message. Je voulais te demander si tu avais un livre à conseiller, mais on l'a déjà, Le mythe de la virilité d'Olivia, et puis en attendant évidemment le tien, donc ça sera printemps 2021? Donc, a priori, je suis censé rendre ma version fin de l'année, mi-décembre, D'accord. et il est censé sortir en mars 2021. Ok. Maintenant, voilà, si tout se passe sans embûche, on verra bien. Comment on peut te contacter s'il y a des hommes de cœur qui veulent te contacter, par exemple? Je vais mettre évidemment sur le lien en dessous de l'interview ton site web, ton Facebook. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux qu'ils puissent te contacter autrement? Ben, non, avec ça, ça me semble déjà suffisant. Ouais. Enfin, c'est pas utile de rajouter le WhatsApp, le machin. Avec, sur mon site web, il y a de toute façon mon numéro de téléphone, mon adresse email. Via Facebook, ben, il y a le Messenger. Donc, voilà, qui veut me contacter, en tout cas, peut trouver le moyen de le faire. Ok, Bon, sachant évidemment que dans la période actuelle, et les ateliers et les séances individuelles sont suspendus, là, forcément. bien Et sûr. donc, je ne peux pas encore dire précisément quand ça reprendra. Mais donc, du coup, j'ai du temps pour mon bouquin, donc c'est très bien. Ah bah, eh ben, tant mieux, profites-en. En tout cas, merci beaucoup Didier pour cette interview, ton temps et puis tous ces beaux messages là, que tu nous as délivrés. Avec Euh, plaisir. Moi, ça me parle énormément et j'espère, vous, les hommes de cœur, que vous allez, que vous allez pouvoir acheter ce bouquin de Didier. Je suis sûr qu'il vous plaira. Allez déjà voir son site internet avec les différents articles qu'il a écrits. Moi, ça a vraiment beaucoup, beaucoup résonné. Et puis d'ailleurs, j'ai eu énormément de retours. Je l'avais partagé sur Facebook et j'avais eu énormément de retours de femmes et d'hommes qui m'avaient dit non, c'est une belle vision. Donc, merci. Merci encore de ça. Et puis, belle journée Didier. Et puis, à très bientôt. À toi également. À Merci, bientôt. les hommes de cœur. Ciao, ciao. Salut.